On attend un nouveau Premier ministre, sans doute ce soir ou demain. Le fait nouveau ces derniers jours, c'est le Parti socialiste qui semble se détacher de la France insoumise, de nouveau Front populaire, et qui est prêt peut-être à tendre la main aux macronistes. Donc l'idée, c'est d'élargir le bloc central à la gauche non insoumise, et ça pourrait même faire une majorité. Est-ce que vous y croyez à ce bloc central élargi à la gauche ? Alors, je vois très bien l'évolution du Parti socialiste, ce qui est absolument essentiel dans cette affaire. Je ne crois pas que ça les mènerait à l'intérieur d'un même gouvernement qu'un Premier ministre venu du bloc central. Je pense qu'ils ne le censureraient pas d'emblée, et je pense que le système qui a été esquissé, je dis bien esquissé hier, pas de 49.3, pas de motion de censure, pourrait, le cas échéant, fonctionner. Mais le Parti socialiste ne serait pas dans la majorité. Simplement, il ne censurerait pas d'emblée et il regarderait ce que propose le nouveau Premier ministre et son gouvernement. Et probablement que sur certains sujets, il serait d'accord, et puis sur d'autres sujets, il ne serait pas d'accord. Autrement dit, il ne franchit pas le Rubicon, il ne passe pas dans la majorité. Mais d'une part, il se détache de Jean-Luc Mélenchon, et d'autre part, il est prêt, compte tenu des circonstances qui sont, il faut le dire et le répéter, quand même très, très difficiles et particulières, compte tenu des circonstances, il serait d'accord pour laisser vivre un nouveau gouvernement et voir concrètement ce que ce gouvernement ferait. Et on ne peut pas aller plus loin, c'est-à-dire nommer un Premier ministre de gauche, pourquoi pas Olivier Faure lui-même, et faire un gouvernement qui serait gauche et centre-gauche. On pourrait dans l'absolu, ça s'appellerait une cohabitation, ça ne serait pas la première. Est-ce que Emmanuel Macron a envie de cette cohabitation? Si ça avait été le cas, je pense qu'il aurait commencé par nommer au départ Alors que Lucie c'est pas le point de Castex. blocage, Emmanuel Macron, justement. Mais non, mais là, il y a un risque aussi de censure immédiat. Bon, alors, est-ce que si Emmanuel Macron nommait un Premier ministre socialiste, est-ce qu'à ce moment-là, le bloc central jouerait le jeu et le laisserait lui aussi vivre sa vie, en tout cas au début, etc. Bon, moi, je ne crois pas que ça sera un Premier ministre de gauche, mais je peux me tromper, d'autant plus que bien malin qui croit être dans la tête d'Emmanuel Macron. Oui, mais alors, ce que je comprends bien, pardon, ce que je comprends bien, c'est que finalement, la gauche fait un pas, mais je trouve que les macronistes n'en font pas beaucoup des pas. C'est-à-dire, Olivier Faure vient de faire un pas au risque de se faire insulter par Jean-Luc Mélenchon matin, midi et soir. Mais c'est pas un risque, c'est une certitude. C'est une certitude, ça a même déjà un peu commencé. Et finalement, les macronistes, emmenés par Gabriel Attal, qui est leur nouveau chef de file à l'Assemblée, semblent ne pas bouger. D'ailleurs, hier, ils étaient étrangement silencieux à l'issue de cette réunion. Oui, alors ils ont raison de leur point de vue d'être silencieux, parce que ou bien ils répétaient ce que disait Emmanuel Macron, ou bien ils s'en différenciaient. Dans un cas, c'était des cacatoès, et dans l'autre, c'était déjà un début de fissure avec le président dont ils sont issus. Bon, le pas qui a été fait hier, mais qui est un petit pas et qui est esquissé, il faut ensuite qu'il entre dans la vie. Mais c'est l'idée de pas de censure, pas de 49.3. Bon, ça, c'est un pas qui est fait par tous ceux qui participaient hier à la réunion, dont les macronistes, mais la droite dont aussi. Les socialistes, dont la droite, bien sûr, et dont les écologistes. Et dont les écologistes. Ne s'est pas encore engagé sur pas de censure, pas de 49.3. Hier, en sortant, Laurent Wauquiez était plutôt positif là-dessus. Oui, mais c'est curieux d'imaginer à ce moment-là une pseudo-majorité avec des socialistes et des LR. Enfin, ça tiendra pas, ça sera un attelage complètement bancal. Ça ne serait pas une majorité. Oui, c'est un pacte de non-censure. Parce que de toute façon... Oui, un pacte de non-censure, sauf que la France a besoin d'un gouvernement avec une ligne politique. Oui, mais justement, il faut que le gouvernement ait une ligne politique. Et c'est à ce moment-là où, justement, les socialistes diront on les laisse vivre, ou au contraire, on s'y oppose frontalement. Mais je répète... Ça peut finir en 3 mois par une censure, quand même. Ça peut très bien. Mais même avant, ça dépend. Qu'est-ce qui se passe s'il y a une nouvelle censure ? Par exemple, sur les retraites, voilà. Ça peut très bien être un objet de fixation très, très rapide. Mais au mois de janvier, donc le mois prochain, il faudra faire le vrai budget. Là, on va faire la loi spéciale. On va la voter lundi. Mais ensuite, il faudra faire un vrai budget. Oui, ça ne m'a pas échappé.
comme la position latérale de sécurité. Vous savez, quand on dit que quelqu'un est en PLS, c'est qu'il n'est pas très, très à l'aise. Personne n'est très à l'aise. Ils sont tous en PLS. Ils sont en pleine PLS. Qu'est-ce qui se passe s'il y a une nouvelle censure encore? Est-ce que vous pensez qu'au bout d'un moment, Emmanuel Macron sera acculé à la démission? Alors, d'abord, je pense que Marine Le Pen, de son point de vue, ce qui ne me chagrine pas personnellement, a commis une erreur en prenant la responsabilité de la censure. Et je pense que l'électorat modéré ne l'oubliera pas. Et je pense que ça la dissuade plutôt d'être à nouveau à l'origine d'une autre censure avec le gouvernement qu'on connaîtra avant la fin de la semaine, d'une manière ou d'une autre. Bon, si elle veut la censure, elle l'obtiendra peut-être. Parce que rien ne prouve que pour le coup, les socialistes la voteront. Et si les socialistes ne la votent pas, il n'y a pas la censure. Oui, mais si c'est le cornu, le Premier ministre, par exemple, je ne vois pas pourquoi les socialistes ne la voteraient pas. Si c'est le cornu, à ce moment-là, on serait dans l'hypothèse pas de censure, pas de 49.3 pendant un temps. Et puis ensuite, ça dépendra des lignes que choisira le nouveau gouvernement. Là on parle dans l'abstrait. Pour parler dans le concret, c'est très simple. Hein. Il faut attendre, ça va venir rapidement, je pense, la semaine prochaine. Mais il faut attendre le discours de politique générale du nouveau Premier ministre ou de la nouvelle Premier ministre. C'est obligé, le discours de politique générale ou pas? Ah bah oui, enfin c'est le discours. Bon, c'est pas à l'Assemblée. Hein, c'est pas formellement obligé, mais oui, c'est la tradition. D'accord. En revanche, ce qui est variable selon les premiers ministres, c'est qu'il y en a qui font voter après et d'autres qui font pas voter. Et là, s'ils faisaient voter, ils prendraient vraiment des risques. Antoine ou Fatima? Antoine. Vas-y. Moi, j'allais agrandir un petit peu l'angle, monsieur Duhamel, en profiter pour prendre un tout petit peu de recul. J'aurai 36 ans la semaine prochaine. Vous avez plus d'expérience que moi. Je me pose toujours la question de savoir si les hommes font les époques ou les époques font les hommes. Et j'ai le sentiment d'avoir une classe politique parfaitement déliquescente, nulle, où on n'a plus d'hommes politiques vraiment importants. Et en même temps, je ne pense pas en avoir croisé dans ma courte vie de 36 ans. Alors, parlez-nous un petit peu, si vous le voulez bien, des époques et des hommes. Est-ce que vous avez croisé des hommes qui étaient meilleurs que ceux qu'on a aujourd'hui, hommes et femmes, hein, qu'on se comprenne bien? Bon. C'est évident que si on prend les 10 politiques les plus importants aujourd'hui, tous partis confondus, et qu'on les compare avec ce que ça pouvait être dans les années 70, par exemple, c'est évident que ce n'est pas du même niveau. Maintenant, si on prend l'Assemblée ou le Sénat, je ne suis pas du tout persuadé que la majorité des membres de l'Assemblée ou du Sénat soient inférieurs à leurs prédécesseurs. Je crois que ce sont les chefs de file qui sont inférieurs. Et si les chefs de file sont inférieurs, ben je dirais, alors je sais très bien qu'en disant ça, je vais être au comble de l'impopularité. Mais c'est parce que quand j'avais votre âge, même quand j'étais plus jeune, que vous ne l'êtes aujourd'hui, les plus doués voulaient faire de la politique. Ceux qui sortaient en tête des grands corps, ceux qui passaient par Normal Sup, etc., ils voulaient faire de la politique. Aujourd'hui, ceux qui sortent d'une grande école quelconque, ou ceux qui ont une agrégation, enfin ceux qui ont fait des études brillantes, disons, ils ne veulent plus faire de politique. Pourquoi est-ce qu'ils ne veulent plus faire de politique? Un, parce qu'ils regardent autour d'eux et qu'ils voient que les hommes, leurs élus locaux, que tout le monde se fait insulter en permanence. Bon, en règle générale, on n'a pas très envie de se faire insulter toute sa vie. Deux, que financièrement, alors je sais que tout le monde va hurler, mais que financièrement, ils gagnent beaucoup moins d'argent que ça n'était le cas par rapport à la période que je vous citais. 3, que le pouvoir réel politique dont disposent les élus est moins important que ce qui était le cas dans les années 60. Dans les années 60, les décisions étaient nationales. Aujourd'hui, les décisions sont internationales. Bon, c'est donc moins de pouvoir, moins d'argent, se faire insulter. Eh ben, allez-y. Fatima. Donc ça ne va pas s'arranger alors. Mais ça ne va pas s'arranger, bien entendu. Mais les Français portent eux-mêmes une part de responsabilité dans cette affaire. Pas parce qu'ils insultent tout le temps. Vous trouvez que c'est agréable de trouver sa permanence fermée, obturée? Vous trouvez que c'est agréable d'avoir des graffitis devant chez soi? Des menaces de mort, vous trouvez que c'est agréable, voilà, de se faire agresser même? Franchement, il faut un peu être masochiste pour être candidat.
Fatima. J'ai une question qui va justement dans ce sens. Peut-on encore anticiper aujourd'hui? C'est-à-dire que votre métier d'éditorialiste même, ou même lorsque vous écrivez des livres, lorsque vous êtes dans l'analyse, l'idée c'est d'avoir, si on joue aux échecs, 2 coups d'avance. Sauf que pour avoir 2 coups d'avance, il faut qu'on suive des règles du jeu quand même. C'est-à-dire aussi intelligent soit-on, on anticipe sur une intelligence en face. Comme il y a d'autres facteurs, je pense à Internet, je pense à l'opinion publique qui est plus, non pas par groupe, mais par nuée. Donc, c'est-à-dire, on est ensemble et ensuite on ne l'est plus comme un système d'oiseaux. Est-ce que vous sentez que vous pouvez moins anticiper aujourd'hui par rapport à avant ou pas du tout? Bah si, c'est évident. De même que les hommes politiques ont aujourd'hui une marge qui est moindre, qui a une, et a fortiori 2 générations. Bon, au début des années 60, donc au tout début de la Ve République, quand le gouvernement prenait une décision, bon, c'était une décision, elle s'appliquait et c'est lui qui décidait seul. Aujourd'hui, avant de prendre une décision économique, par exemple, le ministre des Finances, le ministre des Comptes publics, il faut qu'ils tiennent compte de toute une série de facteurs qui ne sont pas nationaux et sur lesquels ils n'ont pas de prise directe. Ils en subissent les conséquences, mais ils n'ont pas les moyens d'y répondre, d'y répliquer. Donc, ils sont plus fragiles, et les commentateurs avec eux. Franchement, il y a beaucoup de sujets, je ne sais pas, l'Ukraine pour commencer, sur lesquels je ne sais absolument pas ce qui va se passer, parce que personne ne peut savoir ce que Trump veut vraiment faire. Donc, on spécule et on se trompe, évidemment, comme toujours quand on spécule. Par exemple, les noms qui circulent, alors c'est toujours un peu les mêmes pour le poste de Premier ministre, François Bayrou, Monsieur Lecornu, on a parlé de Jean-Yves Le Drian, mais visiblement, il fait savoir qu'il n'a pas envie. Madame Vautrin, il y a un nouveau nom. Il Il y a Jean-Louis Borloo qui revient ce matin. Alors, toujours. Alors, il revient, ça fait 40 ans qu'il revient. Absolument. Mais après, Jean-Louis Borloo, il coche des cases. C'est quelqu'un qui peut discuter avec la gauche, qui a une fibre écologique, qui, bien sûr, a gouverné avec la droite. Il a été ministre de Nicolas Sarkozy. Jean-Louis Borloo, il a énormément de talent. C'est un original. C'est toujours un marginal de son fait. Il ne s'inscrit pas au centre d'une formation politique, ni même d'une tradition. Borloo, c'est Borloo. C'est vraiment... Alors, il arrive et il a toujours des trajectoires météoriques. Mais c'est un perpétuel météore. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il se passe quelque chose d'un peu inattendu ou quelque chose à quoi on n'a pas une réponse évidente, alors là, on est vraiment dedans en ce moment, le météore Borloo réapparaît toujours. Oui, mais... Et puis 6 mois après, il disparaît. Quand il apparaît et quand il est au gouvernement, il fait souvent du bon travail. Très coûteux. Très, très coûteux, il est très dépensier, mais il fait du bon travail. Et c'est probablement, et là je dis ça sans la moindre trace d'ironie, le plus imaginatif de tous les politiques français. Je ne dis pas forcément le plus fiable surtout, mais le plus imaginatif et le plus entreprenant. Mais voilà, il entre et il sort, comme dans une pièce de théâtre. Oui, mais si on veut de l'imagination, de la nouveauté, du renouveau, pourquoi ne pas prendre de nouvelles personnes? Parce que là, on me dit du nouveau, Bayrou, Borloo, on va me ressortir Manuel Valls, on dirait qu'il est toujours là. Ça n'est pas le cas pour l'instant. Oui, là, je suis étonnée. C'est Ségolène Royal qui a fait acte de candidature. Voilà, les mêmes noms, j'ai l'impression, depuis petite, j'entends ces noms, alors que je suis vieille déjà. Vous vous rendez compte? Non. Parce que là, lui, il est encore jeune, mais même moi, il y a des noms que j'entends depuis petite. Donc oui, c'est quand même fou. Non, mais on parle de renouvellement. Depuis 2017, c'est-à-dire 2017, 2022 et cette année, donc avec la dissolution, vous avez un renouvellement des députés qui est spectaculaire. Et je dirais même que depuis 1981, où il y avait eu une énorme vague rose et où l'Assemblée était composée de nouveaux venus socialistes, depuis 1981, il n'y a jamais eu autant de renouvellement parmi les parlementaires. Et c'est toujours la même chose. On regarde les ministres et on ne regarde pas les parlementaires. Et moi, ma thèse, alors c'est une thèse, et je vais me faire sûrement engueuler, mais j'ai l'habitude et ça m'est égal à mon âge. Mais les députés sont meilleurs que les ministres. Alors que dans la tête des Français, pendant des siècles, les ministres étaient par nature les meilleurs. Ah ben aujourd'hui, c'est pas vrai. Les députés et les sénateurs.